Je suis Patrick Michaille, le président de la Sfen Provence, qui organise cette manifestation en collaboration avec le Gréco, représenté par Luc Aumonté, qui a invité donc, Jacques Roger Machard, et la Sfen a invité Bernard Accoyer, qui est le président de PNC France. Alors je vais présenter Bernard Accoyer, et puis Luc Aumonté présentera Jacques Roger Machard à son tour. Et ensuite, eh bien, nous essaierons d'animer le débat, sachant qu'on vous passera la parole avant la fin. Voilà, donc Bernard Accoyer est médecin de profession au départ, otorino-laryngologiste, spécialiste en chirurgie cervico-faciale et élu en 2007 à l'Académie nationale de chirurgie. Il a commencé sa carrière à 44 ans comme maire d'Annecy-le-Vieux et ensuite conseiller général de Haute-Savoie. Il a été député en 1993. Vous avez accompli 5 législatures et vous avez été élu président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012. Membre notamment, mais pas seulement, de la Commission des finances, de l'économie et du contrôle budgétaire. Vous avez aussi présidé le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de 2009 à 2012. Vous avez fait partie en 2014 de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l'électricité nucléaire. En 2016-2017, vous êtes membre de l'OPEX. Bon, vous m'avez expliqué pourquoi vous n'y êtes pas resté plus longtemps. Mais l'OPEX, je rappelle que c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Et vous avez fondé il y a 2 ans PNC France, l'association Patrimoine, Nucléaire et Climat. Donc vous êtes le président, avec notamment Louis Gallois comme président du conseil d'orientation et Yves Bréchet, président du collège des experts. En 2022, vous publiez Une affaire d'État. Voilà. Une affaire d'État, la tentative de sabordage du nucléaire français. Alors, sabordage, ce n'est pas un mot banal. Vous écrivez, page 12, que le médecin connaît les ressorts cachés qui mobilisent hommes et femmes. Le député et président de l'Assemblée nationale a vu fonctionner de près les rouages du pouvoir que grippent parfois les faiblesses humaines. Enfin, de là à intituler le livre « Une affaire d'État », c'est grave. Il s'agit d'une faute, par définition. Une affaire d'État, c'est une faute des représentants de l'État qui couvre un dysfonctionnement, que ce soit par complicité ou incompétence, voire même simple négligence. Le livre montre comment les groupes organisés au départ, étrangers, ont pu imposer leur opinion, je dirais même leur religion, tant l'aspect émotionnel est important. Alors le livre montre que face au dérèglement climatique et à l'échec d'une politique exclusivement orientée vers les énergies renouvelables, que seule l'exploitation des sources intermittentes a fait l'objet d'un lobbying intense, il est temps d'établir un plan d'action et en ayant le courage de dire la vérité des lois de la physique en formant du personnel compétent, autant dans les sciences de l'ingénieur que dans les sciences humaines et en parant les écueils d'une politique européenne encore largement soumise au lobby industriel. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant et je passe la parole à Luc pour qu'il nous parle de Jacques Roger Machard. Bonsoir à tous. Donc Jacques Roger Machard, de formation ingénieur de l'École centrale de Paris et également économiste de l'Institut d'études politiques. Vous avez rejoint EDF de 1965 à 1975 dans le service des études économiques dirigé par Marcel Boiteux. En 1975, vous entamez une carrière publique dans la mouvance du Parti socialiste, conseiller d'Alain Savary, alors président du Conseil régional de Midi-Pyrénées, puis élu conseiller général de Haute-Garonne, député et vice-président de l'Assemblée nationale, maire et conseiller régional de Midi-Pyrénées. Vous réintégrez ensuite EDF pour occuper notamment le poste de directeur du développement à la direction internationale
directeur de la zone Europe-Méditerranée-Moyen-Orient, puis directeur à la présidence pour la stratégie de développement de la mobilité électrique. En 1991, vous publiez le livre « Réussir nos PME », préfacé par Jacques Delors. En 2000, vous fondez l'entreprise EDR, Entreprise et Développement Régional, qui intervient en France et au Maghreb pour développer le photovoltaïsme, l'agrivoltaïsme, la biomasse et l'hydrogène. Vous animez de 2012 à 2018 un groupe d'experts de la Fondation Jean Jaurès sur les problématiques d'énergie et de développement durable. Et vous publiez en 2021 le livre « Progressiste pour le climat », qui est ici. Alors, page 32 de ce livre, vous dénoncez les climato-repentants qui promeuvent l'écologie punitive. En un autre siècle, on les aurait appelés les dévots de l'écologisme. Ils sont bien sûr accompagnés de leurs tartuffes, prêts à profiter des subventions du greenwashing. Entre les climato-sceptiques, ou plutôt climato-négateurs, les dévots et les tartuffes, comment agir pour que la transition énergétique constitue un progrès, même si le mot a disparu du vocabulaire, comme le note Étienne Klein, pour les pauvres et pas seulement pour les riches. Sans être opposé aux énergies nouvelles, quand elles atteignent la parité économique, vous soulignez cependant leur caractère intermittent et non pilotable et préconisez d'évaluer la pertinence des projets au coût de tonnes de CO2 économisées. Alors, question, la valeur proposée de 250 € par tonne de CO2 est-elle réaliste, notamment pour la réhabilitation des logements? Voilà, tout cela sera abordé lors du débat. Donc, Patrick, je te laisse introduire l'organisation du débat. Oui, merci Luc. Alors, avant de commencer le débat, je veux quand même citer un chiffre qui, pour moi, est très parlant en termes d'ordre de grandeur. Il faut savoir que les réservoirs électriques français, alors le parc français hydraulique est le deuxième d'Europe après la Norvège, même si le productible est moins, parce qu'il pleut moins en France. Mais donc ces réservoirs hydrauliques qui présentent une énergie à la fois renouvelable et pilotable ne fourniraient pas la consommation de 2 jours d'hiver en France. Et après, il faudra des mois pour remplir à nouveau les réservoirs. Et les STEP, les petites stations de transfert d'énergie par pompage, elles produisent à peine un 15e de la consommation électrique d'un jour d'hiver. Donc c'est des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête quand on parle de l'énergie, en particulier de l'électricité, pour imaginer la quantité d'énergie primaire qu'il faut mettre en œuvre pour produire cette électricité. Parce qu'il faudra effectivement doubler la production d'électricité d'ici 2050 pour répondre aux critères européens de décarbonation de l'énergie. Et comme Jacques Percebois l'a montré, ce n'est pas le marché au jour le jour qui permet de rentabiliser les équipements. La question est donc maintenant comment financer les investissements tout en donnant confiance aux citoyens. Voilà, ça c'est. Donc le débat va se déroulé en plusieurs phases que nous avons imaginées, mais que les orateurs pourront accommoder. Moi, je propose de commencer avec Bernard Accoyer sur la lutte contre le changement climatique, et en particulier donc, de nous dire pourquoi Bernard a éprouvé la nécessité de créer l'association PNC France. Quel regard portez-vous sur les orientations de l'Union européenne et la politique énergétique actuelle de la France en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique? Merci pour votre invitation. D'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas un ingénieur, vous venez de vous le rappeler, et que je suis motivé par 2 convictions. La première est que tous les défis que l'homme a rencontrés au cours de sa longue histoire, il les a résolus depuis la nuit des temps avec son intelligence et sa capacité à communiquer aux générations suivantes ce que les générations précédentes avaient appris. Ça, c'est ma première conviction. Ma seconde conviction, celle qui un jour m'a fait quitter
progressivement ma vie professionnelle, qui reste ma première et très grande passion, c'est que tout est issu de décisions qui sont des décisions publiques, des décisions politiques. Et c'est finalement ce qui m'a conduit à rentrer dans la vie publique et qui, plus tard, va me conduire, il y a 2 ans, à créer, et ainsi, Patrick, je réponds à ta question, à créer Patrimoine nucléaire et climat. J'ai été appelé par Yves Bréchet, qui venait de démissionner de sa responsabilité de haut-commissaire à l'énergie atomique, troublé, profondément troublé, pour ne pas dire davantage, déçu, contrarié, inquiet par la politique suivie par le gouvernement, les gouvernements, en matière d'énergie, en particulier en matière de nucléaire. J'ai toujours été attentif à la question, et c'est pour cette raison qu'il m'approchait, à la question science et décision publique. Et il m'a dit, voilà, il faudrait que vous nous aidiez à expliquer à vos anciens petits camarades élus ce qui va se passer quand on aura fermé les 14 réacteurs qui étaient alors, ils le sont encore d'ailleurs, dans les tuyaux pour leur fermeture. Je n'avais pas beaucoup approfondi la question, mais je m'y suis vraiment plongé, puisque je venais d'abandonner mes derniers mandats locaux. Et c'est comme ça que j'ai découvert, avec ma grille de lecture acquise par mon parcours public, que j'ai découvert le mécanisme, le scénario, les acteurs qui ont conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà pour ta première question. La deuxième question, c'est un long développement. C'est un long développement qui répondrait à la question: quel regard portez-vous sur la politique énergétique de la France et les orientations énergétiques de l'Union européenne? Donc je peux le développer maintenant, mais ça va être un petit peu long et j'ai peur que Jacques s'impatiente et me tape dessus, donc ce qui quand même ne serait pas très heureux. Alors je peux peut-être couper tout cela par tranches, et je pourrais commencer par la réflexion suivante. Au tournant du millénaire, la France disposait d'une électricité fiable et bon marché. Elle était de surcroît décarbonée à plus de 90%, donnant d'ailleurs à la France la place de leader des pays du G7 et des pays de l'Union européenne en termes d'émissions de gaz carbonique, de gaz à effet de serre par habitant. Ces avantages, on le sait, étaient liés à notre filière nucléaire qui couvrait à peu près alors 75% du mix électrique. Aujourd'hui, donc une vingtaine d'années après, pour la deuxième année consécutive, RTE a alerté en expliquant que l'hiver prochain pourrait être difficile à passer, que nous allions probablement subir des coupures tournantes, c'est l'expression, d'électricité. Bref, le risque de blackout n'est plus complètement impossible. Et il n'a échappé à personne que le prix de l'électricité a augmenté de 50% en 10 ans et qu'aujourd'hui, il est pratiquement bloqué par le bouclier tarifaire qui protège les Français autant qu'il massacre les capacités financières d'EDF. Donc, que s'est-il passé? Comment sommes-nous arrivés là? Je vois 3 réponses à cette question. La France a changé de politique énergétique. Le marché européen de l'électricité a été libéralisé. Et l'idéologie, 3e point, a pris le pas sur les faits, a pris le pas sur la science. Les opinions ont pris le pas sur la science. Alors la France a changé de politique énergétique. Vous le savez tous, vous êtes une assemblée de scientifiques et d'ingénieurs fortement expérimentés dans le domaine de l'énergie. C'est en 1973 que
la France décide, face au premier choc pétrolier, de conquérir son indépendance énergétique. Et ça va être le plan Mesmer, lequel plan aboutira à la construction en 20 ans de 58 réacteurs nucléaires. Bon, il faut se rappeler que la France était très industrialisée à ce moment-là et que les ingénieurs de l'État étaient un corps extrêmement fourni dans les couloirs du pouvoir. Cette vaste entreprise, cette audace dans ce plan, a vu dès son origine naître une opposition qui, au début, n'était pas très, très puissante, mais les deux présidents de la République ont été Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, ont tenu le cap et ils ont mené à son terme le plan Mesmer. Il y avait bien la montée de l'action d'organisations non gouvernementales dont les financements sont toujours un peu opaques, et également des mouvements politiques plutôt d'extrême gauche qui s'opposaient au nucléaire, mais enfin, bon an, mal an, ça allait. Et le premier changement de cap est intervenu en 1997 avec la fermeture du surgénérateur de Creys-Malville, Superphénix. C'est un accord politique qui a abouti à cette décision. C'est particulièrement grave ça a été un événement particulièrement grave pour la filière française, dont on n'a peut-être pas, tout le monde n'a pas mesuré à l'époque la portée, parce qu'en réalité, avec les surgénérateurs, c'était ce que les concepteurs, ceux qui avaient imaginé le développement du nucléaire civil français, c'était une forme d'aboutissement, car pour ces concepteurs, aboutir à la 4e génération permettait d'utiliser la plus grande partie, sinon la totalité, de l'énergie contenue dans l'uranium et évidemment résoudre en très très grande partie aussi la question des déchets. C'est au cours de cette période également que les premières mesures de développement très très coûteuses, d'encouragement de développement très coûteuses des énergies renouvelables ont été mises en œuvre. Et à partir de cette époque, en dehors du chantier de Flamanville, sur lequel on pourra revenir, la France n'a plus investi de façon significative dans son nucléaire et ce cap va se prolonger. En 2007, le président Sarkozy a signé, comme tous les autres candidats à cette élection présidentielle, le pacte écologique de Nicolas Hulot. Et ça va être le Grenelle de l'environnement. Autour de la table, il y a toutes les ONG antinucléaires qui vont inciter le ministre de l'époque, le gouvernement de l'époque, à ne plus investir dans le nucléaire, à ne pas se projeter dans l'avenir du nucléaire et à développer les énergies renouvelables. D'ailleurs, la France, en 2008, adhère sans broncher, sans défendre son avantage nucléaire, au plan énergie-climat européen qui prévoit un développement significatif des énergies renouvelables, mais qui ne prévoit rien pour l'avenir du nucléaire. En 2012, c'est un nouvel accord politique entre Europe Écologie Les Verts et le candidat Hollande qui va aboutir à l'engagement pris dans la campagne présidentielle de fermer la centrale de Fessenheim, ces 2 réacteurs, et de ramener la part du nucléaire dans le mix à 50% dès 2025. Bon, c'était évidemment tout à fait irréaliste. Néanmoins, les textes ont été votés sans broncher, sans étude d'impact sérieuse, contrairement à ce qui est normalement exigé, et on a déroulé dans cette direction. En 2017, Emmanuel Macron a repris le programme énergétique de François Hollande parce qu'il avait été rallié par un certain nombre de personnalités politiques, notamment d'Europe Écologie Les Verts, un certain Pascal Canfin, qui sera d'ailleurs récompensé en devenant député européen un peu plus tard, et même président de la commission environnement du Parlement européen. Et vous vous en souvenez, c'est Nicolas Hulot qui est nommé ministre d'État,
ministre d'État de l'Environnement et de l'Énergie, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait fait passer la compétence énergie du ministère de l'Industrie au ministère de l'Environnement. Et donc, on a mis depuis 2007 la compétence énergétique dans les mains d'un ministère qui est un ministère qui voit l'énergie par ses inconvénients, et puis un ministère au passage dont on peut dire qu'il a été occupé par des ministres qui, sur les 25 dernières années, ont été pendant 18 ans des militants antinucléaires avoués, enfin ouvertement antinucléaires. Et par conséquent, on a continué dans la même lignée. Vous vous souvenez de l'arrêt d'Astrid en 2019, puis l'arrêt des 2 réacteurs en 2020 de Fessenheim. Et depuis une dizaine d'années, ce sont 10 gigawatts de puissance installée fossile qui ont été arrêtés et 1,8 gigawatt de nucléaire avec Fessenheim, ce qui fait qu'on a perdu 12 gigawatts environ de pilotables, ce qui est la cause de la situation difficile, dangereuse dans laquelle se trouve la France. Et les gouvernements, pourtant, avaient été alertés depuis 2007 par tous les présidents d'autorités de sûreté nucléaire successifs qui recommandaient au gouvernement de ménager des réserves de capacité de puissance pilotable pour pouvoir faire face à un incident générique. L'incident générique, c'est la corrosion sous contrainte, même si les exigences en ce domaine paraissent particulièrement fortes. En tout cas, voilà ce qui s'est passé et qui nous conduit à la situation actuelle. Est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, il y a eu un changement de discours, parce qu'en février 2022, le président de la République, à Belfort, a annoncé que la France devrait et allait construire de nouveaux réacteurs. Et par conséquent, c'était un changement de pied, puisqu'il annonçait dans la foulée qu'on ne fermerait plus de réacteurs si l'autorité de sûreté en autorisait la prolongation de l'exploitation. Voilà pour le regard sur la politique française. Je te propose de m'arrêter là parce que j'ai été extrêmement long, mais j'arriverai bien à rentrer par la fenêtre pour parler de l'Europe et puis de ce que tu m'avais demandé également de compléter. Merci Bernard. C'est à mon tour. Luc a une question d'orientation à poser à Jacques. Donc là, on attaque la partie énergie décarbonée en électricité et quelle stratégie de substitution aux fossiles pour la produire. Donc si vous pouviez nous parler de cet aspect-là et notamment aussi inclure la partie bilan de CO2 et budget de CO2. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre invitation. La grande affaire que tout le monde a à l'esprit, mais dont on n'a pas parlé pratiquement dans la campagne, dans les campagnes, les présidentielles et législatives, c'est le climat. Et vous savez tous que pour répondre à l'enjeu climatique, il faut absolument limiter nos émissions de gaz à effet de serre, donc limiter nos consommations d'énergie carbonée, d'énergie fossile. Or, si l'on regarde la consommation actuelle d'énergie dans ces différentes dimensions, les énergies carbonées représentent 63% de nos consommations, 43% en produits pétroliers, 19% en gaz naturel, 1% en charbon. On est pratiquement sorti du charbon à peu de choses près, mais le pétrole et le gaz naturel représentent 62% de nos consommations d'énergie. Et l'électricité ne représente que 24%. L'enjeu, la stratégie à l'évidence est pour diminuer les énergies carbonées,
sans priver les consommateurs de leurs approvisionnements, la stratégie évidente est de substituer à ces énergies carbonées de l'énergie non carbonée, c'est-à-dire pratiquement de l'électricité, puisque les énergies thermiques renouvelables et les déchets ne représentent que 10%, et la chaleur géothermique 2,5%. Seule l'énergie électrique peut se substituer dans leurs différents usages, aux énergies carbonées. Je vais très rapidement le passer en revue en parlant de l'industrie, des transports et des bâtiments. L'industrie émet des gaz à effet de serre, notamment par l'utilisation de l'hydrogène pour les fabrications d'engrais ou dans les raffineries. De l'hydrogène qui provient du méthane, CH4, plus ou moins compliqué, et qui produit du CO2. Donc, premier enjeu dans l'industrie, il faut remplacer l'hydrogène produit avec émission de CO2 par de l'hydrogène propre, produit sans émission de CO2. Et la méthode la plus évidente pour produire de l'hydrogène propre, c'est par électrolyse de l'eau. Vous êtes assez nombreux, si j'ai bien compris, comme ingénieurs. Vous savez ce que c'est que l'électrolyse de l'eau. Séparation de la molécule d'eau en H2 d'une part, oxygène d'autre part. Il y a d'autres méthodes, notamment la thermolyse de biomasse. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai un partenariat pour produire de l'hydrogène par thermolyse de biomasse, qui a l'avantage de séparer le carbone en un solide du gaz qui sera l'hydrogène. Et donc le carbone solide sert d'engrais et peut être vendu à des agriculteurs qui l'enfouissent dans le sol. Bon, mais c'est pour un peu, pas pour l'anecdote, mais pour montrer qu'il y a d'autres possibilités. Mais le gros des perspectives, c'est l'électricité, l'électrolyse de l'eau. L'industrie émet beaucoup de CO2 également par la production de métaux, de l'acier dans des coqueries, en brûlant du carbone. Et la perspective qui commence en Europe du Nord et qu'en France, on annonce vouloir expérimenter, c'est de remplacer la réduction du minerai par le carbone par de l'électricité. Il y a d'autres problématiques dans l'industrie, dans les cimenteries notamment, qui devraient faire appel à des solutions électriques. Bref, l'électricité a des grandes perspectives potentielles dans l'industrie pour économiser les gaz à effet de serre. Reste à savoir si les industriels vont s'y prêter ou s'y plier. Et de ce point de vue-là, la Commission européenne a mis en place un système de taxation des entreprises assujetties pour payer des quotas de droits de polluer, si je puis dire, si on peut dire. Et les industriels sont aujourd'hui de plus en plus incités à économiser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et la tonne de CO2 actuellement vaut, entre guillemets, ou est valorisée quelques 100 € la tonne. Et bientôt, sans doute, la perspective, c'est 200 € la tonne. C'est-à-dire que les industriels sont soumis à cette pression fiscale introduite par l'Europe. C'est un aspect de la politique européenne que j'approuve tout à fait. Je reprendrai plus tard les critiques que tu as commencé à émettre. Donc, première cible majeure, c'est l'industrie, décarboner les processus industriels. Deuxième piste majeure, les transports, remplacer les motorisations thermiques alimentées à l'essence ou au fioul par de l'électricité.
Nous avons pratiquement basculé aujourd'hui avec la décision récente du Parlement européen d'interdire à partir de 2036 les productions de voitures thermiques pour généraliser l'usage de la voiture électrique. Cela est donc déjà techniquement possible et quasiment au point, avec des problèmes de consommation pour les consommateurs, pour les utilisateurs, qui non seulement doivent acheter une voiture un peu plus chère que la voiture thermique, mais également s'équiper pour pouvoir la recharger soit sur la voie publique, soit dans leur garage privé. Ce qui est accessible pour les personnes à revenus confortables, ce qu'on appelle les CSP+, les classes supérieures ayant des gros revenus, mais n'est certainement pas acceptable, atteignable par les petits revenus, SMICAR ou autres. Et la puissance publique, les puissances publiques, État et collectivités locales, devraient développer une offre de places de stationnement équipées de bornes de recharge. Et je vais surprendre en disant, de la même manière que les villes offrent l'éclairage gratuit, l'éclairage électrique gratuit, on pourrait très bien imaginer que la société s'organise pour offrir le transport gratuit, l'utilisation d'énergie pour le transport gratuit, d'électricité pour le transport, de la même manière que l'électricité, l'éclairage est gratuit. C'est une thèse que je défends et avec des processus, des procédés qui sont parfaitement acceptables et à des coûts tout à fait raisonnables. La motorisation électrique va bien pour des possibilités de stockage de l'énergie par batterie, ce qui suppose des utilisations pour de petits périmètres de voitures de proximité de tous les jours, et plus compliqué pour les longues distances, qui suppose d'équiper les autoroutes et les grands axes de bornes de recharge accessibles. Et c'est un procédé qui n'est pas utilisable pour les poids lourds transporteurs de marchandises, les transports lourds bus longue distance, les bennes à ordures ménagères, tous les engins motorisés. La batterie ne peut pas offrir le stockage d'énergie suffisant, et la solution de prolongateur d'autonomie de véhicules électriques, de moteurs électriques, par hydrogène et par ce qu'on appelle la pile à combustible, la transformation d'hydrogène en électricité, c'est sans doute la voie d'avenir qui va probablement se concrétiser dans les prochaines années. Bernard Accoyer disait en début quelque chose que j'approuve pleinement, qu'il faut miser sur nos capacités scientifiques, techniques et scientifiques, absolument. Et ce que j'évoque là n'est pas encore tout à fait dans les réalisations, mais le sera certainement dans les prochaines années. L'industrie, les transports, les bâtiments ont besoin d'énergie pour se chauffer, pour s'éclairer, pour conditionner l'air en été dans le Midi et de plus en plus du fait du réchauffement climatique. Les solutions de chaudière au fioul ou même au gaz devront être interdites pour la construction d'œuvres, mais aussi pour les bâtiments existants, et remplacées par ce qu'on appelle les pompes à chaleur. La pompe à chaleur n'est autre qu'un compresseur électrique, tel que vous l'utilisez dans vos frigidaires. C'est le contraire du frigidaire. Au lieu de faire du froid, ça fait du chaud. Ça fait du chaud en puisant dans une source
captive, qui peut être de l'eau, qui peut être l'air ambiant. C'est une technologie qui maintenant commence à être bien non seulement connue, mais mise en œuvre, et qui est certainement la voie à suivre pour le futur, avec l'énorme problème que la construction, c'est très, on peut facilement l'imposer pour la construction neuve. C'est beaucoup plus difficile pour le parc existant, qui demande à être transformé avec isolation thermique qui est très coûteuse. Donc c'est toute une autre problématique d'action publique pour arriver à remplacer les usages thermiques par de l'électricité. Bref, tout cela combiné conduit à des perspectives d'augmentation de la consommation électrique que tu l'as évoqué dans ton introduction, de doublement des consommations électriques. Doublement, c'est ce que j'affirme comme étant la perspective la plus souhaitable. Ce n'est pas une prévision, c'est une politique, c'est un engagement que les dirigeants devraient prendre. Vous avez entendu parler sans doute de la projection faite par RTE il y a 6 mois, qui annonçait, qui comparait les solutions renouvelables et solutions nucléaires, et concluait sur un choix raisonnable qui serait de combiner les deux, nucléaire et énergie renouvelable, dans des proportions à discuter, mais se basait sur une perspective de consommation qui ne serait en augmentation que de 40%. Je conteste absolument formellement cette perspective qui me paraît complètement idéologique et qui était fondée non pas sur les travaux de RTE. RTE s'est basé là-dessus sur des travaux de ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui est une stratégie élaborée par des technocrates du ministère, que Bernard Accoyer a décrit comme étant passé de l'industrie à l'environnement, et qui ont fait une stratégie nationale bas carbone très idéologique, en évaluant très fortement la réduction des consommations, sous le terme de faire des économies d'énergie. Alors certes, l'efficacité énergétique va être augmentée grâce à l'électricité notamment, qui est beaucoup plus efficace que les solutions thermiques, mais prétendre que l'on va diminuer nos consommations de 40% me paraît complètement utopique et idéologique, dans le bête sens du mot. Donc, si je me fie d'une part aux réactions d'EDF par rapport à cette étude de la CRE, de RTE, qui a doublé, qui a affirmé que ce ne serait pas une augmentation de 1% par an, mais de 2%, doublé pour arriver à 80% d'augmentation en 2050, ou les évaluations de l'Agence internationale de l'énergie qui, pour tous les pays industrialisés, prévoit un doublement de la consommation, ou les Anglais, les Britanniques, qui prévoient pour eux un doublement de la consommation. Je crois qu'il est beaucoup plus réaliste de prévoir, non pas prévoir, de s'organiser pour pouvoir doubler nos consommations d'électricité, et donc de trouver les moyens de produire les quantités d'électricité nécessaires. Bernard Accoyer a mis l'accent sur le nucléaire, certes, mais je mets aussi l'accent sur les énergies renouvelables. Quand tu m'as présenté, tu as bien voulu dire que je travaillais sur le photovoltaïque en France, au Maghreb, que je travaillais sur l'hydrogène.
Je ne suis pas un fanat de l'éolien terrestre. Par contre, l'éolien offshore, en mer, oui. Et les potentialités sont importantes. Je les évalue à 50 gigawatts, c'est-à-dire 50 gigawatts, pour vous donner un ordre de grandeur. Flamanville, l'EPR de Flamanville, c'est 1,6 gigawatts. 50 gigawatts, c'est 30 fois Flamanville. C'est très considérable que de prévoir des éoliennes en mer pour 50 gigawatts. L'éolien terrestre est assez critiqué par les élus locaux. Je ne crois pas que le potentiel de développement de l'éolien terrestre soit très considérable. C'est 10, 15, 20 gigawatts supplémentaires, pas beaucoup plus. Le photovoltaïque, le problème du photovoltaïque, c'est qu'il faut des sols sur lesquels installer les panneaux. Et la disponibilité en France, dans un pays comme la France, les sols disponibles sont rares. Il y a des friches industrielles, et il y a... Sinon la thèse française, partagée assez généralement par tous, est qu'il faut préserver les sols pour leur vocation agricole. Et j'approuve totalement cette option. C'est-à-dire qu'il ne faut pas artificialiser nos sols pour de la production d'électricité photovoltaïque. Par contre, on peut combiner les cultures avec, sur un même terrain, en hauteur, des panneaux photovoltaïques qui partageront la lumière, des panneaux photovoltaïques pilotables, qui seront plus ou moins inclinés et qui permettront de partager la lumière entre les besoins agricoles et les besoins de production électrique. Et je considère qu'il y a sur le territoire français quelques 100 gigawatts de possibilités de production photovoltaïque. Tout cela combiné, éolien en mer, éolien terrestre, photovoltaïque, hydraulique, dont tu as rappelé l'intérêt énorme, mais leur petite part dans la production, tout cela sera insuffisant. Je ne vais pas entrer dans des calculs qui seraient comptables et qui vous lasseraient, mais à l'évidence, la solution toute ENR ne peut pas, sur la durée et jusqu'en 2050, nous permettre de tenir des engagements de réduction à zéro de nos gaz à effet de serre. On aura besoin d'autre chose et c'est le nucléaire qui peut le permettre. Regardez ce qui se passe actuellement avec la crise ukrainienne et les problèmes qu'ont nos voisins allemands qui ont fait le rejet du nucléaire, qui misaient sur le gaz pour compléter leurs efforts en énergie renouvelable. Ils sont dans la panade aujourd'hui et ils ne savent pas comment ils vont pouvoir s'en sortir en essayant d'obtenir du gaz venant d'ailleurs que de Russie. Je n'entre pas davantage dans le débat pour l'instant. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Mais à l'évidence, ils sont dans une impasse parce que leur refus du nucléaire va leur rendre la solution quasiment impossible. Nous avons l'avantage d'avoir une industrie nucléaire et je partage complètement les options que présentait Bernard Accoyer, complètement, je dirais, avec plus de nuances ou de modération. C'est-à-dire que je défends la thèse qu'il faut que le choix du mix énergétique soit fonction des coûts de revient de production de chacune des énergies. Et ça, c'est très important de veiller à ce que les choix politiques que nous avons devant nous soient faits dans la transparence des coûts réels de chacune des énergies. Et que nos amis producteurs d'énergie nucléaire soient soumis à cette contrainte de réussir des EPR à des coûts compétitifs
comparables à ceux des énergies renouvelables. Je vais m'arrêter là à ce stade. Nous pourrons entrer plus avant dans les précisions, soit par question de la salle, soit dans le débat que nous allons avoir avec Bernard Accoyer. Merci pour vos deux présentations qui introduisent bien le débat. On est au cœur du débat, là, maintenant. Moi, j'ai quelques petites questions, déjà. Alors, en ce qui concerne les performances, je dirais, de ce que Emmanuel Macron avait 5 fois répété comme étant des énergies non renouvelables. Il a dû se tromper en lisant les notes qu'on lui avait données et pendant son discours d'octobre 2021. Mais il appelait les ENR énergies non renouvelables. Et je suis assez d'accord avec lui, parce qu'en réalité, il faut beaucoup investir en matériaux. Je ne parle même pas de dollars ou d'euros là-dedans, mais il faut beaucoup de matériaux stratégiques qui ne sont pas forcément dans le sous-sol européen. Alors certes, vu la taille de la Russie et en comprenant la Sibérie, tout ce continent détient tous les minerais dont on pourra en avoir besoin, mais aujourd'hui, la situation politique et stratégique ne permet plus d'y avoir accès. Donc aujourd'hui, eh bien, tous ces matériaux qui seraient nécessaires pour fabriquer des panneaux photovoltaïques et des turbines d'éoliennes, ma foi, risquent de nous manquer. Alors, il y a donc, pour moi, un biais dans cette appellation d'énergie renouvelable, dans la mesure où je voudrais bien savoir combien de temps il faut à un panneau photovoltaïque pour produire suffisamment d'énergie pour fabriquer un autre panneau photovoltaïque depuis la mine jusqu'au traitement du déchet, sachant que l'énergie nécessaire pour fondre le verre est très importante. Sans compter tous les minerais bizarroïdes qu'il faut rajouter là-dedans pour que ça marche. Et donc, il faut extraire du sol, séparer, etc. Bon, donc j'ai beaucoup de... Alors, l'autre question, alors, et en particulier, donc, il y a une notion qui est souvent passée, qui avait été mise en évidence, mais qui est souvent passée aujourd'hui à la trappe, c'est la notion de retour énergétique, de taux de retour énergétique, c'est-à-dire, enfin, ce que je viens d'exprimer en quelque sorte en mots simples, combien de temps faut-il pour se reproduire, quoi, en somme, hein, à partir d'une éolienne ou à partir d'un panneau, combien de temps faut-il que ça tourne ou que ce soit irradié par le soleil pour pouvoir fabriquer la même chose. Et puis le deuxième aspect qui me préoccupe, c'est le financement. Alors aujourd'hui, on est au cœur du débat au niveau européen avec la taxonomie, ce qui est appelé taxonomie, c'est-à-dire la ségrégation des différentes énergies pour les peindre plus ou moins en vert. Et les Allemands arrivent à peindre comme ça le gaz en vert, alors qu'il émet quelque chose comme 100 fois plus de CO2 par kilowattheure produit que le nucléaire, quoi. Donc c'est assez inquiétant d'arriver à tordre les chiffres comme ça. Et enfin bon, donc le financement des investissements, quand on parle effectivement du coût des EPR, hein, et je conviens tout à fait que même si les premiers N4, qui ont donc la dernière série fabriquée avant qu'ils ne débarquent, ça a duré plus de 10 ans, hein, 12 ans je crois pour le premier de série. Bon, il y a un effet premier de série, mais enfin là, du coup, on a accumulé les difficultés avec Flamanville. Néanmoins, il est quand même, il faut avoir en tête que, bon, évidemment, sur 10 ans, eh bien, le taux de l'argent a une énorme importance. Si on passe de 4% à 7%, on double, in fine, le prix du mégawattheure produit. Donc l'aspect, je dirais, financier, hein, voire même spéculatif, qui peut se cacher derrière le financier, est très important à ce niveau-là. Il est d'autant plus nécessaire d'avoir des financements, je dirais, aidés par l'État, hein, de façon à pouvoir diminuer le risque financier sur ces opérations qui durent de l'ordre de 10 ans. Alors les Anglais l'ont très bien compris, hein, c'est les spécialistes de la finance, donc ils ont changé leur
mode de financement entre la première série de réacteurs à Hinkley Point et puis la future série qui aura lieu, qui sera installée à Sizewell. Mais donc ils trouvent des modes de façon à répartir les risques financiers entre le producteur, enfin le constructeur, et puis le producteur et le consommateur in fine. Voilà, donc c'est sur ces questions-là qui me paraissent importantes aujourd'hui que j'aimerais avoir votre avis. Tu veux commencer, Bernard ? Donc je vais abandonner de vous parler de l'Europe, mais je vous en mettrai quelques petites doses par-ci, par-là, à la manière du pâté d'alouette. Bon, d'abord, oui, bien sûr, il y a eu une alerte récemment des autorités compétentes sur le risque de manque en terres rares et dans certains minerais, le cuivre, le cobalt, le lithium notamment, pour ne citer que cela, mais il y en a d'autres, notamment qui proviennent des pays actuellement en guerre. Il y a un problème, en tout cas, d'approvisionnement, sans parler des conditions d'extraction de ces minerais qui sont, sur le plan environnemental, extrêmement critiquables. Bon, pour revenir à la question énergie renouvelable, énergie nucléaire, oui, il ne s'agit pas de les opposer, mais il s'agit juste de regarder les avantages et les inconvénients des unes et des autres, avec peut-être aussi comme juge-arbitre la production de l'émission de CO2 par kilowattheure produit. EDF vient de sortir une étude sur son parc, qui est effectivement un parc qui commence à prendre un certain âge, mais ça a des avantages parce qu'il est amorti. Et donc, évidemment, comme dans le nucléaire, le CO2 émis, c'est surtout celui qui a été émis lors de la construction des installations. Les derniers chiffres d'EDF, c'est moins de 3 grammes par kilowattheure. L'éolien, dans les meilleures évaluations, c'est autour de 6-7 grammes. Et le photovoltaïque, c'est 55 grammes. Donc ça commence à faire quand même 55 grammes. D'autant plus que, comme tu l'as bien dit, Jacques, et je rejoins tout ce que tu as dit, le prix du carbone va peser sur le prix de l'électricité in fine. Il pèse déjà, d'ailleurs, beaucoup. Et puis, sur la question du renouvelable, c'est une question de proportion dans le mix. Nous pensons, les académies pensent, et tu viens de le rappeler, que la plus grande partie du socle de production d'électricité doit être un socle pilotable. Et par conséquent, puisqu'il doit être décarboné, ce doit être du nucléaire et tout l'hydraulique qu'on pourra récupérer, bien entendu. Et là, on arrive à des exigences, ou plutôt au défi qui est celui du 100% renouvelable, dont Mme Pompili, il y a 2 ans encore, expliquait que c'était possible. Or, RTE, qui est pourtant un organisme qui a été fortement influencé par les antinucléaires, dont la présidence a été octroyée à des personnalités politiques depuis à peu près 2014, alors qu'avant, c'était des techniciens, des scientifiques incontestés qui émettaient des avis qui n'étaient pas empreints d'idéologie ou de teintés de dessin politique. Eh bien, RTE a annoncé qu'il y avait 4 conditions à remplir absolument et de façon cumulative pour aller vers un mix fortement renouvelables, c'est-à-dire les énergies intermittentes, c'est-à-dire pour pouvoir résoudre le problème de l'intermittence, parce que l'intermittence pour l'éolien terrestre, c'est 20-25% du temps que les installations produisent. En mer, c'est 45 à 50% dans le meilleur des cas, avec en mer des ruptures de production qui sont très brutales et qui posent des problèmes techniques pour la stabilité, bien entendu, du réseau. Donc d'abord, il faut, pour avoir un socle important en énergie renouvelable, et il faut résoudre le problème du stockage. Le stockage, Patrick en a parlé tout à l'heure avec les steppes et les barrages.
Bon, on ne sait pas stocker aujourd'hui en grande quantité l'électricité. Bien sûr, les systèmes intelligents, les batteries des voitures, etc., la gestion de la consommation avanceront, progresseront. On y arrivera certainement un jour. En tout cas, pour le moment et dans un délai connu, on ne le sait pas le faire. Ça, c'est le stockage. Deuxième condition, c'est la stabilité du réseau qui est en partie assurée, en grande partie assurée par les machines tournantes qui résultent des énergies où on utilise des turbines importantes, comme dans l'hydraulique et dans le nucléaire ou dans le fossile. Cette dimension est nécessaire à garder une fréquence qui soit stable. Puis il y a la flexibilité, c'est-à-dire être capable de faire réduire la consommation des consommateurs industriels et consommateurs privés rapidement, ce qui exige aussi la construction d'un réseau qui, selon RTE, exigera la bagatelle de 103 milliards d'euros dans les années qui viennent. Et puis, il faut aussi une réserve de puissance qu'on puisse mettre en marche quand on en a besoin dans les délais extrêmement courts. Là encore, c'est un défi. Donc, le socle dominant du mix énergétique doit être pilotable et évidemment, la place du nucléaire, là, s'impose dans ces conditions. Donc voilà quelques-unes des réponses que je peux apporter. Et du coup, je vais pouvoir placer là un peu d'Europe, parce que malgré tout, il faut quand même que je vende ma semoule. L'Europe a eu une politique qui a évolué. Et l'Europe, petit à petit, en suivant la volonté de l'Allemagne, très influencée l'Allemagne par l'écologie politique assez radicale. Alors pourquoi l'Allemagne est-elle antinucléaire? L'opinion allemande est-elle volontiers antinucléaire? C'est pour des raisons historiques. D'abord parce qu'il y a l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale et que dans le mot atomique, il y a les armes de destruction massive, donc un amalgame qui est fait, notamment par les ONG, qui est classique. Puis deuxièmement, quand il y a eu l'épisode des SS-20 que l'Union soviétique avait braqué sur l'Occident et que les États-Unis avaient répondu en braquant des fusées Pershing, la Stasi, les services secrets d'Allemagne de l'Est, avaient soigneusement expliqué que le nucléaire, en l'occurrence américain, puisqu'ils ne savaient pas, les Allemands de l'Est ne savaient pas qu'il y avait des fusées soviétiques en face, et bien que le nucléaire, c'était épouvantable. De tout ça est né un sentiment anti-nucléaire qui est puissant en Allemagne, très puissant, et qui a conduit Schröder, le chancelier Schröder, en 1998, à annoncer que l'Allemagne n'investirait plus dans le nucléaire. On retrouvera Schröder plus tard, d'ailleurs, à des postes de direction largement attribués en Russie, notamment chez Gazprom, ce qui pose quand même un problème de conflit d'intérêts. Mais bon, passons sur ce point. Mais la même démarche, après que Merkel, alors que Schröder était SPD, Merkel était CDU, Merkel revient sur les décisions de nucléaires de Schröder, et finalement, elle va quand même rejoindre la même décision d'arrêter définitivement le nucléaire en Allemagne à la fin 2022, à la fin de cette année, dans 6 mois. Pourquoi ces deux personnalités politiques de bords différents ont-ils pris ces décisions? Ce n'est pas pour des raisons de sûreté. C'est parce que le système politique, les institutions allemandes conduisent à devoir construire de grandes coalitions. Et donc le premier qui a eu à préparer cette coalition, c'est le SPD qui explique la décision de Schröder. Et la seconde qui y a pensé, c'est Angela Merkel en 2011, profitant de l'émotion post-Fukushima. On sait bien que Fukushima, c'est pas l'accident nucléaire, qui était d'ailleurs une explosion liée à l'hydrogène, qui est en cause, et qui est la cause des 19 000 morts, c'est le tsunami. Et donc l'Allemagne a une place prépondérante pour influencer les institutions européennes. Ses représentants, qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils soient parlementaires, sont assidus et bosseurs. Et la ligne sur l'énergie que l'Union européenne a suivie est devenue progressivement carrément antinucléaire. Elle l'est aujourd'hui. Les décisions qui se sont succédées le démontrent, qu'il s'agit de l'accès aux green bonds, qui sont des moyens de financement bonifiés pour construire des installations de production d'électricité. Elles excluent le nucléaire. Que ce soit les aides d'État pour les énergies vertes,
elles excluent le nucléaire, alors qu'elles incluent l'une et l'autre le gaz. Et puis il y a, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, en ce moment une discussion très agitée à l'Union européenne, qui est celle de la taxonomie sur la finance durable. Après d'interminables négociations, il avait été convenu que le deuxième acte délégué de la finance durable inclurait le nucléaire et le gaz. Eh bien, cet accord, l'Allemagne le remet en cause et demain a lieu à Strasbourg un vote sur le second acte délégué et il est possible, vous le verrez ou l'apprendrez dans la journée, que cet acte soit repoussé par le Parlement. Il suffit d'avoir une majorité simple pour que cet acte soit refusé. Pourquoi c'est conséquent? Comme cela vous a été expliqué, le financement en matière de nucléaire est un élément décisif de la compétitivité, du prix du kilowattheure, et avoir l'accès à des financements bonifiés, prioritaires, qu'il s'agisse de financements publics, européens, nationaux ou privés, est évidemment un élément considérable. Or, l'Europe a fait en sorte que les énergies renouvelables soient extrêmement favorisées. Il y a eu plusieurs directives qui ont dirigé vers ce point, et notamment l'injection prioritaire sur les réseaux de l'électricité produite par les énergies renouvelables. Donc quand il y a du vent, eh bien, on est obligé d'acheter l'électricité produite par les éoliennes. Quand il y a du soleil, on est obligé. Il faut arrêter les centrales nucléaires, en tout cas diminuer énormément leur production. Et quand il n'y en a pas, on les appelle et il faut tout de suite qu'elles donnent, qu'elles produisent. J'ajoute que l'électricité produite par les énergies renouvelables a été jusqu'à un passé très récent, et les contrats courent encore pour longtemps, achetée à un prix garanti sur une durée garantie. Bon, pour un financier, pour un gestionnaire de fortune, c'est évidemment une opportunité à saisir qui a fait que beaucoup de gens ont développé un petit peu de solaire de toiture, ici accepté qu'on leur installe une éolienne, parce que, évidemment, il y a un encouragement financier très puissant à ces développements. Il l'a fallu pour amorcer, si j'ose dire, la pompe du développement des énergies renouvelables, mais maintenant, le balancier est allé beaucoup trop loin, on le voit. L'énergie incontournable pour décarboner l'économie, c'est évidemment le nucléaire. Eh bien, il faut rééquilibrer tout cela. Est-ce que la priorité d'injection doit être maintenue ou bien, eh bien il faudra arrêter de temps en temps les éoliennes? Est-ce qu'il faut que les financements soient réservés aux renouvelables et interdits au nucléaire, alors que, à l'évidence, c'est une solution incontournable pour décarboner notre économie et atteindre les objectifs de décarbonation que l'Europe s'est elle-même fixés, des objectifs qui sont, à mon propre et humble avis, inatteignables. Moins 55% de carbone dès 2030 par rapport à 1990. On est en dessous de la cible et très, très, très en dessous. Et neutralité carbone en 2050, c'est probablement inatteignable. Alors l'Europe doit-elle se tirer des balles dans les pieds à répétition en interdisant la construction et la vente de voitures thermiques dès 2035 ? Et là, ce n'est pas un scoop, vous le savez très bien, on n'est pas sûr d'avoir l'électricité pour les faire pour recharger les batteries, en admettant qu'on ait résolu les problèmes de matières premières. Mais surtout, on aura tué notre industrie automobile européenne thermique, essentiellement thermique. Et vous le savez, les voitures sont importées pour l'essentiel de Chine et d'Inde. Ce n'est pas un scoop de dire ça, hein. C'est quelque chose qui est reconnu, anticipé. Donc il y a quand même une sorte de déconnexion. Et je suis un Européen convaincu, hein. Mais il y a une sorte de déconnexion entre ce qu'une minorité activiste arrive à faire passer à Bruxelles et puis les réalités, le b.a.-ba, les données élémentaires de la science. Évidemment, tout ce que je viens de dire, je l'espère, suscitera une révolution et j'essayerai d'y résister. Luc, est-ce que tu as des questions à poser ? Oui, j'ai une question. Jacques Roger Machard, elle a bien expliqué, d'après lui, les choix politiques doivent être uniquement faits en fonction du coût de revient des solutions. Et tout au long de ce discours, on se rend bien compte que finalement, il y a comme un manque de connaissances scientifiques dans le domaine politique. En tout cas, c'est l'impression que vos interventions donnent.
Et donc, alors, moi, je me pose la question, comment faire pour solutionner ce problème? Est-ce qu'il faut créer une agence nationale de l'énergie européenne pour décider? Est-ce qu'il faut inciter plus de scientifiques à s'impliquer en politique? Et si oui, comment motiver les jeunes scientifiques à rejoindre le monde politique? On voit un certain nombre d'efforts de vulgarisation, hein, comme Jean Covici, Polytechnique, qui a fait cette BD très intéressante de Le Monde sans fin. Comment aller plus loin? J'ai vu également que dernièrement, les ministres partaient en formation sur l'écologie et l'environnement, mais est-ce qu'il faut également les envoyer en formation pour les initier aux sciences et au monde scientifique? Enfin, voilà, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ces questions-là, parce que l'image que vous, enfin le discours que vous donnez est un peu inquiétant. On a l'impression que sur des questions extrêmement stratégiques, les décisions ne sont pas rationnelles, et j'aimerais avoir votre avis sur comment faire. J'ai un dernier volet à ma question, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire accepter le nucléaire aux yeux du grand public, le risque du nucléaire? La même chose pour la voiture à hydrogène, puisqu'il y a encore des idées préconçues sur le risque des voitures à hydrogène. Voilà ma question. Bon, on a abordé beaucoup de sujets. Je ne vais pas les commenter tous. Je vais essayer de donner un peu mes convictions. Un mot sur les terres rares et les métaux rares stratégiques. Je veux relativiser. Et il faut relativiser. Je suis économiste de profession, je dirais. Je fais confiance au comportement rationnel des entrepreneurs, des entreprises. Et je pense qu'ils trouveront des solutions les moins onéreuses pour répondre aux enjeux. Et la puissance publique doit introduire les incitations fiscales positives ou négatives, la taxation carbone en particulier, des entreprises pour faire en sorte que les choix les plus conformes aux options nationales soient adoptées, nationales ou européennes. Donc je crois beaucoup plus à la régulation par les prix complets, les prix complets ou les coûts complets de chaque forme d'énergie, et que nous veillions, nous citoyens, à ce que ces coûts complets soient effectivement transparents et contrôlés par ceux dont c'est le métier de contrôler, que ça s'appelle la Cour des comptes, que ça s'appelle la Commission de régulation de l'énergie, que ça s'appelle l'Autorité de sûreté nucléaire. Et nous avons mis en place toute une série d'organismes qui sont parfaitement compétents pour donner leur avis sur les coûts véritables de chaque énergie. Encore faut-il que le processus politique démocratique conduise à se baser sur ces coûts transparents. Et de ce point de vue-là, je fais tout de suite un appel à vous, citoyens, qui venez d'élire une chambre compliquée, sans majorité véritable, mais c'est cette assemblée, cette chambre, qui devra, dans les prochains mois, assez court terme, du moins je souhaite que ce soit le Parlement qui ait à décider de ce que seront les choix énergétiques à l'avenir et la manière dont nous combinerons notre mix électrique. Et je fais appel à vous pour que vous interpelliez vos élus pour leur dire « Soyez vigilants sur ce processus, que ce ne soit pas dans des secrets de ministères technocratiques ou autres, que soient fait les choix, que ce soit vraiment les débats démocratiques qui conduisent. » Et je pense que Bernard Ogueillet partagera complètement
lui qui a été président de l'Assemblée, ce souhait, et nous pouvons nous retrouver complètement là-dessus. Je voudrais raconter une petite anecdote personnelle. En 1993, j'ai quitté le Parlement, j'ai été battu aux élections, j'ai retrouvé mes fonctions chez EDF, et on m'a demandé notamment de travailler sur des aspects de politique internationale et notamment de faire travailler comme consultant extérieur mon ami Dominique Strauss-Kahn. Et à 2 reprises, nous avons été missionnés avec Dominique Strauss-Kahn pour, d'une part en 97, non, c'était pas 97, c'était avant, c'était 95. D'une part, nous organiser des rencontres entre parlementaires allemands et parlementaires français, socialistes, parce qu'à l'époque, c'était encore Kohl et Schröder n'était encore que le leader de l'opposition, pour discuter de ce que seraient ce que pourraient être les choix nucléaires des Allemands. Et j'ai été très frappé, après une demi-douzaine de rencontres avec les parlementaires allemands, très frappé de leur conviction qu'il ne fallait pas utiliser l'énergie nucléaire. C'était quelque chose de philosophique chez eux et très profond. Et je considère encore aujourd'hui que ce n'est pas la peine de s'exaspérer sur les choix allemands. Il faut les prendre tels qu'ils sont et les laisser faire. Ils seront dans une impasse. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention. Ils seront dans une impasse et ils sont d'ailleurs déjà en train d'envisager de prolonger les centrales en exploitation pour faire face à la situation dans laquelle ils sont. Mais ne nous... Pardon ? Non, mais centrales nucléaires aussi. Ils ont 3 centrales nucléaires encore en activité qu'ils envisagent de prolonger. Ils envisagent... Non, mais attendez, c'est très important que la question soit remise sur le tapis. Les Allemands sont dans l'impasse. Laissons-les mijoter leur truc. N'essayons pas d'intervenir, mais occupons-nous un peu du reste de l'Europe. Et là, j'interpelle les professionnels du nucléaire qui sont dans la salle ou le porte-parole que fait Bernard Accoyer. Il faut que l'industrie nucléaire française ne mise pas simplement sur les commandes nucléaires françaises, mais également se préoccupe très activement du reste de l'Europe et voire du reste des besoins dans le monde. Nous sommes impliqués dans le Hinkley Point en Grande-Bretagne, 2 groupes en cours de construction, des espérances sérieuses pour que 2 autres groupes soient construits également en Grande-Bretagne dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais pensons au reste de l'Europe. Les Pays-Bas sont en train de penser à passer au nucléaire. Les Polonais ont annoncé leur volonté de passer au nucléaire. Les Polonais ont une forte propension à préférer les Américains aux autres Européens. Mais d'autres pays européens, les Finlandais, veulent construire une nouvelle centrale nucléaire. Préoccupons-nous très activement, et il faut que l'industrie nucléaire française se préoccupe très activement de trouver des partenariats industriels ou financiers, voire opérationnels, pour développer la solution nucléaire, non seulement en France, mais ailleurs aussi en Europe. Ça, c'était la deuxième remarque que je voulais faire. Revenons un peu à l'Europe. L'Europe est paradoxale dans la mesure où la Commission européenne est paradoxale dans la mesure où elle a affiché très fortement ses options pour le climat et fait des propositions réellement positives pour inciter des changements de comportement de la part des industriels comme de la part des consommateurs.
Il y a ce problème évoqué par Bernard Accoyer de la taxonomie qui n'a pas, jusqu'à présent, clairement affiché que le nucléaire était une énergie non carbonée, donc favorable au climat. Le débat n'est pas clos à l'heure actuelle. Espérons qu'il soit positif. Il est indispensable que la France soit très ferme là-dessus et ne laisse pas des représentants élus au Parlement européen tenir des propos contraires, très ferme sur le fait qu'il faut que le nucléaire soit considéré comme une énergie, sinon verte, du moins non carbonée. Cela étant, je serai très critique sur la vision européenne, de la Commission européenne, concernant le marché de l'électricité. Il est absurde de prétendre qu'on peut introduire une vraie concurrence entre producteurs d'électricité uniquement en disant qu'il faut que les kilowattheures soient compétitifs, soient concurrents, pardon. Les kilowattheures concurrents, les kilowattheures, c'est la consommation d'énergie journalière. C'est un indicateur parfait, le coût du kilowattheure est le parfait indicateur pour choisir quelles centrales doivent tourner à chaque instant. Mais est absolument sans objet, le coût du kilowattheure, pour faire des choix d'investissement pour 30 ans de la part d'industriels qui choisiront d'investir dans l'éolien en mer, dans le photovoltaïque ou dans le nucléaire. Et ce ne sont pas les prix du kilowattheure qui guideront les choix, ce sont les coûts de kilowatt de la puissance installée qui doivent guider les choix. Et je conteste fortement et avec conviction la manière dont la Commission européenne veut imposer à la France d'introduire de la concurrence, notamment par cette absurdité de vouloir vendre de l'énergie nucléaire dite d'AREN, l'accès régulier au nucléaire historique, à des concurrents d'EDF. C'est mettre EDF en situation de grande fragilité financière qui l'empêche d'investir dans les centrales à venir. Et je reviens à une remarque que je crois que tu as faite au début, Patrick, le financement de ces investissements très importants que nous devons construire pour satisfaire aux engagements de 2050. Moi, je reste sur l'idée que ça peut être de l'autofinancement. C'est-à-dire que c'est l'EDF, en empruntant, qui finance ces investissements et qui les rentabilise en vendant l'énergie ainsi produite. C'est ce qui a toujours été fait jusqu'à présent et c'est ce qui peut être fait à l'avenir. Ça suppose que l'État, avec la Caisse des dépôts ou d'autres moyens financiers, d'autres outils, recapitalise significativement EDF, d'une part, et d'autre part, assure la garantie aux emprunts de l'entreprise, comme cela a été fait dans le passé. Et que notre avantage actuel d'énergie électrique, beaucoup moins cher que dans le reste de l'Europe, notamment en Allemagne, nous donne des marges de liberté pour autofinancer convenablement notre système énergétique. Voilà quelques échos, quelques considérations aux questions que vous aviez posées les uns et les autres. Eh bien, merci Bernard et Jacques pour toutes ces réponses très documentées. Je pense, Luc, qu'on peut passer la parole à la salle pour diversifier un petit peu le spectre des questions que vous pouvez vous poser et que vous poserez donc à nos conférenciers. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposé.
Je suis M. Frappier, ancien directeur au CA. J'étais chargé de la coopération internationale du temps d'Alain Bugat, l'autre patron du CEA. Bon. Pardon, je suis là. Excusez-moi. Pardon, je reviens là. Donc, mon dernier poste, c'était directeur délégué aux coopérations internationales pour le CEA, à la nom d'Alain Bugat, qui était le patron à l'époque du CEA. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Je voulais vous poser une question. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les décisions devaient être prises par ce Parlement à composition, comme vous avez dit, incertaine ou bizarre, je ne sais pas comment il faut dire. Est-ce que finalement, la décision ne doit pas être prise de façon plus jupitérienne, puisque en fait, du temps de Mesmer, si je me souviens bien, j'étais jeune, mais je me souviens très bien de cette période, ça a été pris comme ça. Mesmer est arrivé un jour au journal télévisé de 20h en disant, voilà, on va construire des centrales nucléaires. Et je me demande finalement si ce n'est pas la meilleure solution, première chose. Et lié à ça, est-ce que finalement, et c'est à vous deux que je pose la question, et surtout à vous en tant qu'économiste, est-ce que finalement, une des solutions possibles, vous me direz si c'est une bonne idée ou pas, ce ne serait pas de renationaliser l'EDF? Sur le dernier point, oui, je pense qu'il faut renationaliser EDF, c'est-à-dire que EDF est à 20%, pas tout à fait, son capital est à 20% porté par des privés. Ça n'a pas de sens si l'on veut véritablement que EDF puisse bénéficier des garanties de l'État. Et donc, je suis favorable à la renationalisation complète d'EDF. Par contre, sur l'autre aspect des choses, je pense que la situation qu'a décrit Bernard Accoyer de dévoiement idéologique des choix énergétiques nationaux tient beaucoup au fait que nous n'avons jamais véritablement organisé le débat démocratique et la recherche de majorité nécessaire à des choix solides. Et j'affirme que les parlementaires français sont suffisamment intelligents pour, au-delà de leurs divergences idéologiques ou politiques, faire des choix responsables sur ce que doit être l'avenir des Français, l'avenir énergétique français. J'affirme que c'est possible. Et j'affirme, et avec conviction, je milite pour que ça le soit, et j'invite les citoyens présents dans cette salle à faire pression auprès de leurs élus pour qu'ils revendiquent que ces choix soient véritablement posés devant le Parlement. Je vais peut-être un petit peu compliquer la réponse. Ce qui était faisable en termes d'opinion publique et de gouvernance il y a une 50aine d'années, je crois qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Nous avons changé d'époque. Il y a une information prolifique et dans cette information, beaucoup d'informations approximatives, fausses ou volontairement déformées qui font que chaque citoyen a son opinion sur des problèmes qui sont des problèmes complexes, des problèmes technologiques, des problèmes scientifiques. Et ça devient très, très difficile d'avancer là-dessus. Donc, je vais aller un petit peu plus loin sur la décision jupitérienne. Je ne crois pas que ce soit possible. Il faut aujourd'hui, et d'ailleurs le Parlement qui est sorti des dernières élections législatives va probablement donner l'occasion de regarder comment ça peut se passer. Il faut probablement qu'il y ait une conjonction de volonté et de décision à la fois de l'exécutif, donc de Jupiter, puisque c'est Jupiter qui est toujours sur le fauteuil aujourd'hui, et un accord du Parlement. Alors, il est possible que dans l'Assemblée improbable que les Français ont portée au Palais Bourbon, il est possible qu'il y ait une majorité qui se dessine pour le nucléaire, à la condition qu'il n'y ait pas un nouvel accident ou quelque chose qui survienne inopinément. Mais il faut savoir que la manipulation de l'opinion publique par des ONG, par des militants politiques qui sont, ils ne le disent pas, mais c'est connu, qui sont à coquiner avec des puissances industrielles et commerciales et financières, c'est un rouleau compresseur qui est en marche à Bruxelles, qui est en marche ici dans les couloirs, qui est au sein
des ministères. Vous avez des organismes comme l'OFAT, qui est l'Office franco-allemand de la transition énergétique, où vous avez tous les grands industriels allemands des énergies renouvelables et quelques Français qui sont accueillis, hébergés au ministère de l'Environnement et qui émettent des avis. Personne ne dit il y a un conflit d'intérêts, au secours. Non, non, pas du tout. Il y a une asymétrie d'appréciation, de jugement entre ce qui émane de l'antinucléarisme et du pro-énergie renouvelable. C'est comme ça. Et alors, comment répondre à ce défi? Je crois que malheureusement, les circonstances hivernales et déjà les circonstances que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le prix de l'énergie, le prix de l'électricité et le fait qu'on n'en dispose pas autant que l'on en aurait besoin, ça va peser sur l'opinion publique. Parce que si vous recommandez aux Français de moins se chauffer, d'éteindre des tas de choses et d'avoir une nouvelle préoccupation, et de surcroît de payer les yeux de la tête, parce que le jour où il n'y aura plus le bouclier tarifaire, le prix de l'électricité va être beaucoup plus cher en France. Il est aujourd'hui beaucoup plus cher en France, mais il est complètement masqué par le tarif régulé et par le bouclier tarifaire. Là, l'opinion va vite comprendre ce qui s'est passé, et peut-être qu'il va falloir tirer à nouveau le bouquin que j'ai écrit. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et donc, non, je plaisante, c'est pas du tout pour ça que je l'ai écrit, mais ça peut bouger. Alors après, parlons du Parlement lui-même. Le Parlement lui-même, il compte aujourd'hui, en tout cas pour l'Assemblée nationale, il compte 8 commissions permanentes. Et il n'y a pas de commission qui s'occupe spécifiquement des sciences, de la recherche et de l'innovation. Ce qui fait que lorsqu'il y a un texte, notamment sur l'énergie, qui est proposé à l'approbation, à l'examen, au débat du Parlement, de l'Assemblée nationale, eh bien, ce sont les commissions de l'économie ou de l'environnement et du développement durable qui vont modeler ce texte, qui vont l'amender. Et donc, il n'y a pas une étude d'impact technologique, technique, scientifique, sérieuse, solide, parce que l'OPEX, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est un organisme bicaméral, c'est-à-dire composé de sénateurs et de députés, qui a été mis en place, et c'était une très bonne chose, au cours du premier mandat, d'ailleurs du siégé Jacques, de François Mitterrand, attire des parlementaires qui sont intéressés par la science et qui vont produire des rapports excellents sur des sujets très pertinents. Mais malheureusement, ces rapports ne sont pas pris en compte suffisamment, voire pas du tout, dans le travail parlementaire. Parce que ce sont les commissions permanentes qui ont le pouvoir de modeler, de modifier, d'amender les textes. Et là, il y a un vrai problème. Enfin, je voudrais répondre à la question de Luc sur la formation des parlementaires. Oui, c'est une idée que j'ai essayé de mettre en œuvre, je n'y suis pas du tout arrivé. Mais quand on est élu parlementaire, on va traiter de tout. On va décider de tout et on n'a évidemment pas des connaissances sur tout. Et donc, je trouve que ce serait normal qu'on dispense une formation sur bien des sujets. Enfin, il y a eu une formation qui a été voulue, d'ailleurs, impulsée par des gens proches de l'écologie politique, des nouveaux parlementaires. On leur a proposé de les former sur l'environnement et l'écologie. Alors, l'écologie, c'est une science. Hein, c'est l'étude du retentissement des êtres vivants sur leur milieu naturel et réciproquement. Donc, ce n'est pas du tout le nom d'un parti politique. Par contre, l'habileté a été qu'un parti politique s'empare du mot. Et donc, cette formation, tout dépend ce qu'il y a dedans. C'est incroyable qu'on parle aujourd'hui de climat sans parler d'énergie. Puisque si aujourd'hui on a un problème de climat, c'est justement parce que depuis la première révolution industrielle, on s'est mis à utiliser les énergies carbonées, en veux-tu, en voilà, et que ça continue. Et même on va battre le record mondial cette année de consommation d'énergie fossile, hein, qui atteint 82% de l'énergie primaire qui est utilisée, enfin, dont dispose, dont use le monde entier. Et donc cette formation, elle est indispensable. J'en ai parlé avec Jean Covici. Je lui ai envoyé un message en lui disant, parce qu'indiscutablement, Jean-Marc Jancovici est non seulement un ingénieur, un scientifique qui connaît le sujet, mais en plus c'est un communicant excellent. Et j'ajoute une chose, il a du courage.
parce qu'il est critiqué pour soutenir le nucléaire par des gens dont je connais la méthode de fonctionnement. Et la méthode de fonctionnement, et je le dis, et ça sortira de cette salle, et j'en suis heureux, c'est le fonctionnement des sectes. On manipule l'opinion, on instrumentalise les peurs. Et à partir de cela, évidemment, eh bien, on influence. Et dans un pays démocratique, ben, l'opinion a raison, et c'est une bonne chose en démocratie. Bonjour. Je suis là-haut, tout là-haut. Voilà. Je m'appelle Georges Kiriazidis, donc j'ai eu la chance de venir dans ce magnifique pays il y a 42 ans. J'ai fait des études scientifiques et depuis 30 ans, je crèche à Cadarache, donc le centre que j'aime bien, beaucoup. Et donc je viens d'une famille très pauvre, modeste même, et ma mère était analphabète. Donc elle ne savait pas lire ni écrire, par contre elle savait compter. Et quand elle allait au marché, 1 kilo de tomates c'est 5 €, 3 kilos, c'est 15 €. Ça s'appelle la règle de 3 ou le théorème de Thalès pour ceux qui veulent mettre un nom scientifique sur le sujet. Je m'étonne aujourd'hui quand je vois des hommes politiques passer à la télé, nous raconter des énormités en comparant des watts et des watteurs. Et en face, on a la junte journalistique qui n'est pas capable d'opposer, ne serait-ce que la règle de 3 à l'énormité qui est entendue aux 20h, soit à TF1, soit à Antenne 2, etc., etc. Donc, c'est bien beau d'être nous tous ici aujourd'hui. La question, c'est quelle est la portée de nos messages à l'extérieur, parce que les médias ne nous suivent pas. Je ne sais pas si je suis complotiste ou pas, j'en sais rien. Si vous en êtes un, je vais devoir terminer bientôt au bagne. C'est la raison pour laquelle j'ai créé, sous l'instigation d'Yves Bréchet et de beaucoup de scientifiques et de politiques de tous bords, PNC France. C'est ça, notre objectif, c'est d'informer, d'aborder l'exécutif, d'aborder le pouvoir législatif, c'est-à-dire les parlementaires, d'aborder l'autorité européenne et les parlementaires européens pour leur dire ce que nous sommes en train d'échanger en ce moment. Du coup, immédiatement, j'ai été approché par la haute autorité sur le financement de la vie publique qui m'a dit « Halte-là, vous êtes un lobby, il faut que vous nous déclariez des tas de choses ». On l'a fait. Parce qu'un lobby, on croit toujours que c'est quelqu'un qui est rétribué pour, par exemple, défendre l'industrie automobile, l'industrie chimique ou je ne sais quoi. Un lobby, il suffit que vous défendiez la lutte contre le chômage, et ben vous êtes un lobby. Donc nous sommes un lobby particulier parce que nous refusons tout financement de la part de la filière. Tout financement, d'ailleurs toute entreprise. C'est uniquement les adhérents de PNC France et leurs dons qui nous financent. Comme tout le monde est bénévole, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens, sauf quand on se gourre et qu'on met une photo qui ne nous appartenait pas et qu'il faut payer parce que ça, on se fait prendre au piège une fois, mais pas 2 fois. Donc oui, eh ben, écoutez, c'est peu de choses, mais malgré tout, je pense que nous avons pesé dans le changement de cap du président de la République. Parce que quand on rend public un certain nombre de choses énormes, comme vous venez de dire, on confond les kilowatts et les kilowattheures, c'est comme si on confondait les kilomètres et les kilomètres-heure. Eh bien, là, un moment, ça commence. Et quand en plus on va avoir le prix et le manque d'électricité, quand on voit d'où vient la France dans le domaine nucléaire et où elle en est aujourd'hui, ben je vais vous dire, je vous le dis en conscience et en tant qu'ancien élu politique, il y en a bien qui se sont retrouvés devant la Cour de justice de la République pour des raisons beaucoup moins graves. Oui, Michel Corpals. Moi, j'ai travaillé 30 ans dans l'énergie, je le suis toujours d'ailleurs, sur le projet ITER. Une question sur la transparence des coûts. Vous êtes revenu à plusieurs reprises dessus. Alors, la France connaît une situation, j'allais dire, de production quasiment monopolistique avec EDF. Les autres pays européens connaissent plus de concurrence. En Allemagne, il y a un certain nombre de producteurs assez différents qui font du gaz et du charbon. Et là, le prix de vente ou le prix de marché est déterminé par les coûts marginaux. Et c'est ce que la Commission européenne fait valoir donc, dans des mécanismes de marché qui se veulent fluides et concurrentiels.
C'est difficilement transposable à la France pour ces questions de monopole, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sachant que donc on a entre les frontières effectivement toujours un marché qui fonctionne au coût marginal et qui serait un bénéfice pour la France. La France peut exporter et gagner beaucoup d'argent avec le nucléaire, ces bénéfices étant donc après à repartager en France. Et que pensez-vous j'allais dire, la compatibilité de ces mécanismes concurrentiels d'un côté et plutôt monopolistiques en France? En ce qui concerne les énergies renouvelables, la concurrence est organisée par la Commission de régulation d'énergie qui met en concurrence les différents projets de partenaires, qu'ils soient privés ou publics comme EDF. Il y a véritablement une concurrence sur les projets. En ce qui concerne le nucléaire et les développements potentiels du nucléaire, là, il n'y a pas de possibilité de concurrence au sens concurrentiel du terme, mais il y a possibilité d'analyse des coûts. Et de ce point de vue-là, je dois dire que entre la Cour des comptes et les différents organismes qui épluchent les comptes du nucléaire français, ils sont extraordinairement observés et vérifiés pour les coûts passés. Les coûts à venir. EDF nous annonce la possibilité de construire des EPR qui déboucheront sur un coût de mégawattheure de 70 € le mégawattheure. Je dis très bien, 70 € le mégawattheure, c'est un peu supérieur à ce qu'affichent les énergies renouvelables, le photovoltaïque ou l'éolien, qui sont de l'ordre de 60 à 50 kWh affichés actuellement, mais le nucléaire, ça a été longuement développé, offre le gros avantage d'être pilotable, alors que les autres sont intermittents et dépendent, ne sont pas pilotables. Donc, je dis, c'est 70 € le mégawattheure promis par EDF. Je dis top là. Top là, prenons nos décisions et demandons à EDF d'effectivement construire de nouveaux EPR en tenant les coûts annoncés, dans les temps annoncés et en respectant les règles de sûreté imposées par l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire. Et si EDF est effectivement capable de tenir ses engagements de 70 € le mégawattheure, allons-y et lançons un grand programme de renouvellement du nucléaire existant et de nucléaire nouveau, de l'ordre de 6 EPR dans un premier temps, puis davantage ensuite. Je pense que c'est, de la part d'EDF, c'est possible. Encore faut-il s'en assurer. Maintenant, revenons à l'aspect européen. Les règles de concurrence européenne portent sur les kilowattheures, mais pas sur les kilowatts, pas sur les mégawatts, pas sur la construction. Et c'est là le défaut du système. Et c'est là-dessus qu'il faut contester le système. Et non pas se faire tortiller du cul pour essayer de satisfaire la Commission européenne. Non, disons clairement, nous Français, nous ne croyons pas à cette possibilité de mettre en concurrence des producteurs qui investissent pour 30 ans ou davantage. Les investissements en énergie, c'est au moins 30 ans, mais c'est plutôt davantage dans le nucléaire, qui ne peuvent pas se fonder sur des prix de kilowattheure instantanés. Ça n'a pas de sens. Donc c'est ça mon affirmation, et je dis que c'est possible, et qu'en affichant les choses clairement, et en expliquant les choses clairement à des parlementaires qui ne sont peut-être pas des grands savants, qui ne sont peut-être pas des grands spécialistes, mais qui ont du bon sens, et qui
peuvent faire appel à des organismes existants parfaitement habilités à contrôler les choses. La démocratie, c'est ça. Et jouons la démocratie pour faire nos choix nationaux. Alors, la démocratie a la faiblesse, c'est toute sa noblesse d'ailleurs, de dépendre quand même du vote des citoyens. Et si les citoyens ont été soigneusement désinformés, eh bien c'est compliqué. Eh bien c'est la réalité. Il va falloir reconquérir la confiance. Alors ça a beaucoup progressé, puisqu'aujourd'hui les derniers sondages montrent que les Français sont à nouveau majoritairement favorables à l'énergie renouvelable. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, oui, c'est un lapsus révélateur qui devrait me conduire droit vers une psychanalyse. Je voudrais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Jacques sur le coût. D'abord, les investissements en matière énergétique, c'est beaucoup plus que quelques décennies. Hein. C'est au moins un demi-siècle. Bon, les EPR sont construits pour 60 ans. On espère qu'ils seront prolongés au moins jusqu'à 80. Vous savez que des réacteurs de conception identique aux réacteurs français, il y en a plusieurs qui ont été autorisés aux États-Unis à fonctionner jusqu'à 80 ans. Donc, et les barrages, ça dure très, très, très longtemps. Donc l'erreur et la faiblesse aussi de notre fonctionnement, c'est qu'on ne raisonne plus à moyen et long terme. On est dans le court terme, l'immédiateté, on va faire comme ça, on dessine une éolienne, on dit ça va donner de l'électricité à tout le monde sera content, ok, ça marche. Sauf que le courage et la réalité, c'est pas ça. C'est qu'il faut prendre des décisions qui sont onéreuses, qui sont parfois impopulaires, qui vont susciter ici la création d'une ZAD, là... des défaites électorales. Bon, il faut du courage pour suivre un cap. Puis il faut aussi dire la vérité. C'est que je ne suis pas aussi optimiste que toi sur le coût des énergies renouvelables quand on additionne le coût environnemental, quand on additionne les émissions de CO2 à la fin du cycle de vie d'une centrale renouvelable et d'une centrale nucléaire. On oublie consciemment. Alors j'y arrivais. Les réseaux doivent être évidemment démultipliés, ce qui pose des problèmes d'acceptabilité et également un coût extrêmement élevé. Et en France, il y a également un élément, il ne faut pas le taire, parce que si on le tait, ça va finir par tuer le nucléaire. Les adversaires du nucléaire sont des stratèges très intelligents. Ils n'étaient pas très nombreux au début, mais ils ont bien compris comment il fallait affaiblir la filière, comment il fallait la remettre en cause. Ils ont bien compris qu'il fallait avoir la peau de la 4e génération, parce que 4e génération, c'est le nucléaire durable. Et le mot durable, c'est insupportable pour quelqu'un qui est un écologiste politique radical. C'est insupportable de pouvoir accoler le mot durable au mot nucléaire. Mais si on regarde les chiffres, quelle est l'énergie qui a fait le moins de morts dans le monde? C'est le nucléaire. Quelle est l'énergie qui occupe le moins de surface? Tu l'as dit, Jacques. Eh ben c'est le nucléaire. Et donc, pour la biodiversité, c'est le nucléaire. Quelle est, sur Terre, la substance naturelle qui contient le plus d'énergie? C'est l'uranium. 1 gramme d'uranium, vous le savez beaucoup mieux que moi, c'est l'équivalent d'énergie d'1,7 tonne de pétrole. Quand on en arrive à un moment où on se pose la question non seulement du climat, de l'épuisement des ressources naturelles, et elles sont devant nous. Elles sont à l'échelle du siècle pour ce qui est des ressources fossiles. On voit déjà aujourd'hui que les gisements de gaz commencent à moins donner parce qu'il y a moins de pression qui commence à s'épuiser. Alors il y a des réserves, bien sûr, il y a des gaz de schiste, mais tout ça, il y a une finitude. Eh bien, la France détient sur son sol, avec les déchets des activités nucléaires depuis 70 ans que l'on a stockés, suffisamment d'uranium appauvri et d'autres déchets pour disposer d'un combustible pour les surgénérateurs qui nous assurerait notre indépendance et la gratuité pour plus d'un millénaire. C'est une matière stratégique. Eh bien, en abandonnant la 4e génération, qu'a dit la SN? Elle a dit, comme il n'y a plus de projet avec les 350 000 tonnes d'uranium appauvri, ça va devenir un déchet, il va falloir le stocker. C'est habile, cette stratégie qui a consisté à flinguer la finalité, le but de la filière dès son début.
Il faut le dénoncer et il faut remettre tout de suite en route des prévisions pour développer la 4e génération qui immanquablement viendra remplacer les EPR, les réacteurs à eau pressurisée. Ça se passera comme ça. Les Américains, les Chinois, les Canadiens, les Russes sont les grands pays qui y travaillent. Mais vous avez d'innombrables projets de petits réacteurs qui sont des surgénérateurs qui sont en train d'être travaillés un peu partout dans le monde. Donc la France, historiquement, sur le plan scientifique, avec les Curie, la France, historiquement, industriellement, avec son parc, ne peut pas abandonner la partie. Elle doit absolument se ressaisir. Ça va être difficile pour des raisons d'opinion publique. Ça va être difficile pour des raisons de perte de savoir-faire, de désindustrialisation du pays. Mais il n'y a que 2 filières industrielles dont la France détient, et ce sont des filières de haut niveau technologique, la totalité de la maîtrise du process. C'est l'aéronautique et c'est le nucléaire. L'automobile, vous voyez bien ce qu'il en est, c'est la première filière. Bon, elle va rencontrer de très très grandes difficultés, ça va être des drames sociaux terribles avec la voiture électrique, où il y a 10 fois moins de pièces que dans une voiture thermique. Eh bien, nous devons absolument, parce qu'il n'y a que des avantages à cela, climatiques, économiques, industriels, sociaux et politiques. Parce que si on manque réellement d'énergie et si elle devient inabordable, indiscutablement, cela aura des conséquences qui sont des conséquences d'instabilité politique qui viendront se joindre à tous les autres problèmes. Voilà, telle est la conviction qui m'a conduit à retrouver beaucoup de monde autour de nous pour essayer eh bien, de convaincre, même si c'est très difficile, comme vous le disiez tout à l'heure. Bonjour, Monville, je suis un homme du réseau, hein. Je ne suis pas du nucléaire, je suis du réseau. Donc la première remarque que j'ai, c'est qu'on parle de coût d'énergie, mais au droit de la production. Tout ça, on s'en fiche complètement. C'est chez l'utilisateur qu'il faut regarder. Et donc là, on doit prendre tout le coût intégré du réseau, de son fonctionnement dans toute la journée. Ce qui fait qu'un kilowattheure ou qu'un kilowattheure à 4 heures du matin ou à 7 heures le soir n'a pas du tout la même valeur. Et si à 4 heures du matin, on en a un wagon, on peut le laisser passer. C'est du fatal, on peut le laisser passer. Si on a quelque chose où on peut monter de l'eau pour le stocker, je crois plus aux moyens de stocker de l'énergie que de stocker dans des batteries d'électricité. Donc il faut ramener ça au coût du kilowattheure, ramener chez les gens. Donc il y a tout le réseau à construire ou à maintenir ou à développer. Ça, on ne le voit pas. L'exposé qu'a fait le RTE était pour moi dramatique. Ils sont venus faire cette présentation. Je leur ai posé la question. Les EPR supplémentaires, c'est sur des sites existants. Or, quand on a un tout petit peu travaillé sur le réseau, on s'aperçoit qu'il y a une économie extraordinaire si on peut installer les centrales où il le faut, pas trop loin des moyens des consommations. Aujourd'hui, en France, on paye terriblement, 40 ans après, le choix de supprimer Port-la-Nouvelle et Plogoff comme 2 sites nucléaires, à nombre de réacteurs constants. Un nombre de réacteurs constants, je parle bien. Il ne s'agissait pas d'en faire en plus. Mais Plogoff, ça résolvait le problème de la Bretagne, n'en parlons plus. Le Port-la-Nouvelle, dans le Languedoc, ça résolvait tout le problème de la concentration énergétique et des problèmes que l'on a dans la vallée du Rhône. Bon. Donc c'est un exemple, et on voit bien que ça vit sur très longtemps. Donc sur ces moyens de production dits renouvelables, il faut bien aller chercher les vents là où ils sont, hein, et le soleil là où il est. On va faire de l'offshore. OK, on revient en câble. Bon. On ramène ça sur le réseau. Je pense que c'est en courant continu qu'on ramène. Donc on va avoir un système courant continu, ondulation. Les onduleurs, ils fonctionnent s'il y a du réseau et s'il y a de la puissance de court-circuit sur le réseau. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Tout ça, c'est quelque chose qui est complètement occulté. J'entends pas un électricien de réseau présenter les problèmes, je ne dis pas qu'ils sont insurmontables, pas du tout, mais qui présentent les problèmes, qui annoncent comment on va faire pour les convaincre, pour régler le problème.
Tout ça, on a l'impression qu'on a un réseau qui est une plaque de cuivre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, on va revoir là quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. On va avoir des problèmes de stabilité, ça c'est sûr. Avant des blackouts, on va avoir des problèmes de stabilité. Et c'est quand même pénible à entendre et à voir et à sentir. Voilà, c'est une réaction comme ça. Oui, je voudrais dire que je suis très sensible à cette plaidoyer concernant les réseaux. J'étais moi-même un homme de réseau lorsque j'étais chez EDF en début de carrière. Et quand je voudrais être très précis, lorsque je parle de coûts des différentes formes d'énergie, ce sont des coûts complets que j'évoque. Des coûts complets, y compris les coûts de réseau que cela importe. C'est-à-dire que l'éolien en mer, dont j'ai laissé entendre que j'étais assez favorable et de ces développements, les coûts de l'éolien en mer doivent comprendre les réseaux que RTE doit construire pour aller chercher l'électricité là où elle sera produite en mer. Donc ce sont vraiment des coûts complets qu'il faut apprécier. Oui, c'est les externalités qui sont volontiers occultées et vous avez les gens du syndicat des énergies renouvelables qui viennent sur les plateaux pour vous expliquer qu'ils sont excessivement compétitifs. Bon, évidemment, ça fait partie de leur com et personne ne vient leur demander des explications. Sur le stockage, il y a l'hydrogène qui est présenté par l'Europe comme le moyen de résoudre le problème de l'intermittence des énergies renouvelables. Alors même là, l'Europe est en train d'essayer de planter le nucléaire en expliquant que l'hydrogène qui sera subventionné, donc l'hydrogène dit vert, sera un hydrogène exclusivement issu des énergies renouvelables. Alors que la France prévoit de faire de l'hydrogène avec le réseau, ce qui résout ce que vous étiez en train de dire pour l'électricité de 4 heures du matin, que nous, en Haute-Savoie, on aimerait bien utiliser pour remonter de la flotte, pour la revendre dans la journée, évidemment, pour revendre l'électricité dans la journée. Mais la différence entre les heures creuses et les heures claires n'est pas encore suffisante. Mais il s'en faut pas énormément. Donc, oui, bien sûr, il y a ça. Alors, RTE, vous me permettrez de dire ce que j'en pense, et je le dis officiellement pour que ça sorte de la salle. Les 2 dernières nominations à la tête de RTE, ce sont des nominations politiques. Ce n'est pas des nominations de techniciens, ce n'est pas des nominations de praticiens. C'est des nominations de gens qui ont expliqué que le 100% renouvelable, ma foi, ce n'était pas complètement stupide, qu'on pouvait l'étudier. C'est des gens qui ont, pour ce qui est du dernier président, alors le premier c'était Brottes, je l'ai bien connu, j'ai siégé avec lui. Mais Brottes, il a gardé des ingénieurs qui sont des équipes formidables, sauf que quand la direction interdit aux ingénieurs de travailler sur des scénarios réalistes, eh ben, les ingénieurs ne peuvent pas travailler dessus. Et donc ce que produit RTE est quelque chose qui est décalé par rapport aux véritables besoins. C'est gravissime. C'est pour ça que j'ai appelé mon truc une affaire d'État, parce que c'est gravissime. Et le dernier, Pierre-Jacques Zic, qui a un nom à dormir debout et très difficile à se souvenir, eh bien c'était lui qui a tenu le porte-plume quand la loi sur la transition, la LTE-CV, la transition énergétique et la croissance verte, a été élaborée. Bon. Et la PPE, qui prévoit de fermer les réacteurs en 2025. Donc tout ça, ça ne tient pas debout. Et on les a nommés à des postes de haute responsabilité pour l'avenir électrique du pays. Et ben voilà les conséquences, elles sont là. Alors, nous allons devoir quitter la salle vers 20h de façon à pouvoir prendre un pot ensemble et continuer à discuter en buvant quelque chose. Je vais laisser la parole à une dame pour clore cette séance. Bonjour. Alors, je ne fais pas partie du domaine de l'énergie, ni nucléaire, ni renouvelable. Je suis agronome, mais j'ai commencé mes études rue Cuvier, dans l'amphithéâtre de Marie Curie. Et donc, je vais poser une question de novice. Alors, je ne suis pas économiste non plus. Je cherche à être convaincue. Donc je ne suis pas convaincue. Dans l'exposé que vous avez fait au départ, vous parlez beaucoup d'investissement et de coûts. Et en fait, il y a la gestion des déchets. Alors vous avez déjà répondu en partie, puisque vous avez alors si j'ai compris,
parce que comme je ne suis pas du domaine, mais c'est l'opportunité de la 4e génération qui va faire que ce coût de recyclage ou de gestion de déchets va être du coup une opportunité pour, si on arrive, ne criez pas, hein, si on arrive à aboutir sur les objectifs de la 4e génération. Et quand vous parlez des énergies renouvelables, il y a des progrès à faire, effectivement, et c'est le même débat. Il faut chercher, il faut encore beaucoup de progrès d'amélioration. Le photovoltaïque, il y a un problème aussi de... Quand on parle de renouvelables, c'est vrai qu'il y a des matériaux, etc., qu'il faut aller chercher avec des conditions d'extraction qui ne sont pas bonnes. Il y a du recyclage. Par rapport aux terres agricoles, il y a aussi quand même beaucoup de terres déjà artificialisées. Et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup, même si ça ne correspond pas à un haut potentiel, mais peut-être qu'il y a quand même déjà toutes les zones artificialisées, les toits d'industrie, les routes, enfin tout ça. Voilà. En fait, ma question, c'était, vous avez déjà répondu en partie, mais quand vous nous parlez des coûts et que vous comparez les coûts, est-ce que vous avez un scénario où vous parlez des coûts de la gestion des déchets, avec la longueur et la durée que ça prend, sans le scénario de la 4e génération? Je vais répondre rapidement. La réponse est oui. Le démantèlement des centrales est provisionné, alors qu'évidemment, la mouvance antinucléaire explique que c'est à venir. C'est faux, c'est provisionné. Vous le payez dans votre kilowattheure aujourd'hui. Sur le... en fait, les deux reproches qui sont faits au nucléaire, c'est la sûreté et c'est la gestion des déchets. Bon, la sûreté, je me suis exprimé dessus. Il n'y a pas une énergie qui soit plus sûre parce qu'elle n'a fait aucun mort. Alors bien sûr que c'est une énergie qui peut être dangereuse. Bien sûr qu'il y a des risques, mais ils sont connus. Aucune énergie n'est autant contrôlée. Aucune installation industrielle n'est autant contrôlée. Aucun déchet n'est autant répertorié. Ils sont tous répertoriés. Bon, il y a des millions de tonnes de déchets industriels, notamment chimiques, extrêmement dangereux, où il y en a absolument partout. Vous en avez chez vous, en dessous de chez vous. Les déchets et les conséquences des énergies fossiles, vous les connaissez. Hein, c'est non seulement les gaz à effet de serre, mais ce sont les microparticules dont on dit, je suis médecin, qu'elles provoquent beaucoup de morts. Je trouve qu'on en rajoute beaucoup. Enfin, ça a l'air quand même d'être répété constamment. Ça doit donc être vrai. Enfin, sur les déchets. Alors, les déchets, il y a deux grandes catégories de déchets. Il y a des déchets qui sont avec une vie courte, donc qui vont être stockés sans problème en surface. C'est ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont aussi la possibilité d'être le combustible des surgénérateurs. Donc c'est effectivement le nucléaire durable. Et puis il y a les déchets de haute activité et longue vie, ou de moyenne activité et de longue vie, qui vont avoir une activité radioactive, un rayonnement dangereux, sur de très longues périodes, qui peuvent se chiffrer par centaines de milliers d'années. Le volume de ces déchets dangereux et de très longue vie, ou moyenne vie, en France, depuis qu'on travaille sur le nucléaire, depuis les Curie en quelque sorte, eh bien, ça occupe le volume d'une piscine olympique. Et la France a un projet qui s'appelle le projet CIGEO, qui est un projet de stockage en couches géologiques profondes, en Lorraine, à 500 mètres sous terre, entre des couches d'argile qui n'ont pas bougé depuis des centaines de millions d'années. C'est un projet identique à celui qui est en cours de réalisation en Finlande et qui va être réalisé en Suède, qui ne sont pas des pays de fous furieux. Donc c'est une technologie, un principe qui est sûr et qui permet d'anticiper, par exemple, un avenir où il n'y aurait plus de maîtrise technologique comme nous avons aujourd'hui. Au passage, la sortie du nucléaire, ça ferait qu'il n'y aurait plus d'ingénieurs pour traiter ces problèmes. C'est juste une petite parenthèse. Mais donc ce projet, il existe. Il est évidemment montré du doigt comme ne résolvant pas le problème, mais c'est une manipulation d'informations. Et c'est extrêmement difficile de démentir ces fake news à propos de ce projet. Et donc je n'arriverai peut-être pas à vous convaincre, encore j'y mets tout mon cœur, croyez-le, parce que c'est extrêmement difficile.